Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette deuxième intervention sur la bulle French Touch. On a le plaisir d'accueillir Philippe Guillot, qui est un véritable serial entrepreneur avec notamment des liens entre la France et les États-Unis. Et on est ravis qu'il ait accepté de vous partager son expérience pour s'implanter au mieux aux États-Unis. Merci d'être là. Philippe Guillot. Alors, et si on voyageait aujourd'hui? Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience d'entrepreneur français installé aux États-Unis. Je suis arrivé en fait à Los Angeles en 2006. J'avais vendu ma deuxième société à des producteurs d'Hollywood. Et ensuite, je pensais y passer 2 ans et finalement, je suis jamais reparti vraiment. Donc j'ai énormément appris. Aujourd'hui, je conseille des petites et grosses entreprises pour qu'ils puissent, réussir leur atterrissage aux États-Unis. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'atterrissage. Vous savez, c'est un petit peu comme une capsule qui essaie de se poser sur la Lune. Il y en a qui réussissent et puis il y en a qui se plantent. Alors, je vais d'abord, on va parler de 4 ou 5 thématiques pendant une quinzaine de minutes, et puis après on aura une quinzaine de minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Alors, j'ai commencé par un slide sur lequel j'ai mis un interrupteur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un interrupteur? En fait, il faut savoir que culturellement, la France et les États-Unis sont totalement opposés. Et la raison pour laquelle j'ai mis un interrupteur, c'est que aux États-Unis, pour allumer la lumière, vous poussez l'interrupteur vers le haut, tandis qu'en France, vous poussez l'interrupteur vers le bas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent, une des plus grosses erreurs que commettent les entreprises françaises qui arrivent aux États-Unis, c'est qu'elles se disent, bon, je parle l'anglais, donc ça va être facile. Et en réalité, je pense que ça, c'est la plus grosse erreur. Et je dis souvent, vous savez, vous avez plus de chances de réussir votre implantation au Japon où vous arrivez et vous ne parlez pas du tout la langue, parce que vous êtes un petit peu, vous êtes sur vos gardes, plutôt que d'arriver aux États-Unis en pensant que parce que vous parlez l'anglais, tout va bien se passer. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il est très important de prendre conscience des différences. Et ces différences, elles sont très, très importantes. Et prendre conscience de ces différences avant d'aller aux États-Unis, c'est mieux se préparer, je dirais. Donc, d'abord, il faut s'adapter au nouveau code. Alors, qu'est-ce que c'est les codes? Je vais vous donner plein d'exemples. Vous allez comprendre. D'abord, il y a une très grosse différence entre la France et les États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, on fait confiance avant de ne plus faire confiance. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, les contacts sont assez faciles. Vous pouvez avoir des rendez-vous assez facilement. Vous allez avoir plein d'opportunités. Mais si à un moment donné, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous avez promis, la confiance va se transformer en défiance. Et là, ça va être extrêmement difficile après de revenir. Tandis qu'en France, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en France, on commence toujours par la défiance. Et puis, une fois que vous avez conquis, je dirais, votre auditoire, là, la confiance s'installe. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit souvent aux États-Unis, vous avez énormément d'opportunités, c'est vrai. On dit, vous savez, aux États-Unis, on dit les opportunités, c'est comme les bus. Il y en a toujours un autre qui arrive. Donc c'est extrêmement facile d'avoir, je dirais, les premiers contacts. Ensuite, l'autre chose importante, c'est que le contact est très facile. Vous savez, je prends toujours aussi cet exemple. Vous rentrez dans un ascenseur aux États-Unis, vous avez 10 personnes qui rentrent, elles ne se connaissent absolument pas, mais elles vont être les best friends entre le rez-de-chaussée et le 6e étage. C'est-à-dire que tout le monde va se parler, des jokes, etc. Et puis après, au 6e étage, les portes s'ouvrent, tout le monde s'en va et puis plus personne ne se connaît. Tandis que, je dirais, en Europe, on a tendance à rentrer dans l'ascenseur, on regarde ses chaussures. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont installé des écrans maintenant, vous savez, dans les ascenseurs. Donc là, c'est une très grosse différence. Le contact est très facile, mais souvent superficiel. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler.
pour arriver en fait à garder ce contact vivant. Alors parfois ça peut un petit peu décontenancer parce qu'on va rencontrer des gens, on va rencontrer des investisseurs, on va rencontrer des clients qui vont vous dire ton truc c'est génial, ah oui c'est top, et puis le lendemain vous le recontactez et en fait il vous répond plus. Donc voilà, il faut s'attendre à ça. Et en être conscient. Hein. Vous allez vous prendre une dizaine de oui, mais sur les 10, il y en a peut-être un qui donnera suite. Alors, une chose très importante, l'Américain, c'est quelqu'un qui achète à l'instinct. C'est-à-dire que vous présentez, et ça on le voit souvent au CIS, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui vont au CIS. Là aussi, j'ai rencontré pas mal de cas où en fait l'Américain, donc il va voir quelque chose, vous allez lui montrer votre produit, ça va lui plaire, donc son niveau d'excitation va monter, et derrière, si vous êtes capable de deliver, c'est-à-dire si vous avez soit du stock, c'est-à-dire que vous êtes capable de donner suite très très rapidement en fait à ça, vous allez réussir à l'accrocher. Par contre, si vous lui dites donne-moi ta carte de visite et je te rappelle demain ou après-demain, etc. Non, le demain ou après-demain, il est passé à autre chose et c'est terminé. Et ça je dirais que c'est un avantage parce qu'on peut réussir en fait à accrocher l'intérêt pour votre entreprise très rapidement. C'est pour ça que vous avez notamment, quand vous levez des fonds aux États-Unis, ça peut se passer très vite. Dans un Uber, vous savez, je suis déjà moi rentré dans un Uber où le chauffeur, en fait, c'était aussi un investisseur. Et donc vous le pitchez, et puis derrière, il est tout à fait possible qu'une heure après, il vous ait mis $10 000. Et donc vous avez tout un processus qui facilite en fait l'investissement, notamment au travers de ce qu'on appelle un SAFE. C'est-à-dire une page simple sur laquelle c'est une promesse d'avoir des participations dans votre société pour un montant donné. Donc vous voyez, tout ça, c'est extrêmement fluide, extrêmement facile, mais voilà, il ne faut pas laisser traîner. Souvent, ce que j'ai vu, moi, notamment dans les villages de français au CIS, c'est que vous avez les entreprises françaises viennent, elles présentent leurs produits, et à la fin, en fait, l'Américain qui est là, qui dit « That's great, so what do you need ?» Et là, l'entrepreneur français, il ne sait pas trop quoi répondre, donc il dit « Écoutez, donnez-moi votre adresse email, je vais vous répondre, etc. » Bon, maintenant, c'est fini. Le lendemain, le gars, il est passé à autre chose. Peut-être même 20 mètres plus tard, il est passé à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut saisir l'opportunité. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, alors, réussir son atterrissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un atterrissage, ça se prépare. En fait, moi, je dis, il y a toujours 3 phases. Il y a la phase où, avant d'aller aux États-Unis, c'est très important. Cette phase, en fait, c'est la plus importante. Ensuite, il y a l'atterrissage. Et ensuite, si vous voulez rester sur le long terme aux États-Unis, il y a un certain nombre de choses à savoir. Et si vous l'avez mal fait au départ, il y a très peu de chances que vous y arriviez. D'abord, donc les 3 étapes essentielles, ce que je viens de vous dire. Là, avant, quand on arrive et après. Alors, d'abord, il y a un élément très important, c'est le décalage horaire. Il faut savoir que donc, choisir votre lieu d'implantation, ça fera, je dirais, le succès ou l'échec de votre atterrissage. Alors, en gros, vous avez le choix entre la côte Est, qui est à 6 heures, donc qui permet d'avoir des interactions avec, par exemple, votre maison mère en France ou vos co-founders, etc. Ou alors, vous allez beaucoup plus à l'ouest, et là, vous pouvez finir à 9 heures de décalage. Et 9 heures de décalage, c'est un tueur de business. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand vous vous levez le matin à 8 heures, là-bas, vous démarrez à 9 heures, et il est 6 heures du soir en France. À 6 heures du soir, les ingénieurs, etc., ils sont en train de plier les bagages, ils rentrent chez eux. Donc, ça, il faut vraiment en tenir compte. On ne peut pas, si on s'installe sur la côte ouest, on ne peut pas imaginer faire fonctionner un business, je dirais, transverse, avec un management transatlantique. Ça n'a jamais fonctionné. Ensuite, le choix du visa, c'est très important. Plus vous avez un bon visa avant d'aller aux États-Unis, plus ça va conditionner votre capacité à y rester. Le meilleur des visas, je vous le dis tout de suite, c'est le visa L1.
qui est en fait, vous avez une société en France et vous créez une filiale aux États-Unis. Et en fait, vous, en tant que pas de dirigeant, par exemple, vous allez où vous voulez transférer un personnel, vous allez faire ce qu'on appelle un executive transfert. C'est-à-dire que votre salarié, vous allez pouvoir l'envoyer aux États-Unis et il va pouvoir obtenir un visa L1. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le visa L1 vous permet de facto, dès que vous arrivez, de demander une green card. Donc la green card, ça va prendre un certain temps, mais la green card vous garantit le fait que vous puissiez rester de manière plus permanente. Les autres visas, donc visa E2, donc visa investisseur, là, il va falloir, si vous installez une société aux États-Unis, pour pouvoir renouveler et conserver ce visa, il va falloir montrer que vous avez embauché des Américains. D'accord? Donc ça, c'est si vous êtes tout seul, si c'est un one-man show, ou si vous avez 2-3 Français, ça va être difficile après de le renouveler. Après, bon, le visa H1B, c'est plutôt le visa pour quand vous allez travailler au sein d'une entreprise américaine. C'est un visa assez fragile parce qu'il il n'est pas, si vous vous faites licencier, etc., vous perdez votre statut. Ou le visa O, si vous avez des compétences particulières, si vous êtes un artiste, le visa O, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Alors, pour ça, tout ça, il faut un immigration lawyer. Il faut un lawyer. Vous n'allez pas y arriver tout seul. Et vous avez, si vous voulez, des avocats français installés aux États-Unis qui connaissent parfaitement cela. Et moi, je vous invite à passer par leur service. Ensuite, restez agile et mobile au départ. Pourquoi? Parce que vous pensez que votre avenir est, par exemple, je ne sais pas moi, au Texas, et puis vous arrivez au Texas, et puis 3 mois après, vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas le bon marché, etc. Donc, il faut rester lean pendant au moins les 3 à 6 premiers mois, pour s'assurer que si vous n'êtes pas au bon endroit, vous puissiez vous déplacer rapidement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous vous lancez, vous prenez un bureau, vous allez payer un lease sur une année par exemple, vous allez vous retrouver coincé dans votre lease et vous n'allez pas pouvoir bouger de ça. Donc il faut rester extrêmement lean. Ça c'est quelque chose de très important pendant au moins les 6 premiers mois. Alors pour vous donner une idée, donc aux États-Unis il y a pas mal de Français. Et moi, je dis souvent, ne réinventez pas l'eau chaude. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par où vous allez passer. Et donc ces gens-là, il y a un retour d'expérience qui est quand même intéressant. Alors en fait, là, les chiffres datent de fin 2021. Donc Los Angeles est passé en 2e position maintenant. En fait, les chiffres que je vous donne là, donc c'est nombre de Français, mais inscrits au consulat. Et je vous invite, moi, lorsque vous arrivez aux États-Unis, à vous inscrire au consulat parce que ça donne énormément d'avantages. Bon, j'ai rencontré, moi, beaucoup de Français qui ne se sont jamais inscrits et en fait, après, ils ont un peu disparu des radars, si vous voulez, des Français. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a 2 fois plus de Français aux États-Unis que ce que je vous annonce là. Mais ceux-là, ce sont ceux qui sont inscrits. La gouvernance. Alors, la gouvernance, c'est important. Je vois souvent des entreprises, le CEO dit allez, on va lancer une filiale aux États-Unis et lui, il va aux États-Unis. Et bien souvent, vous savez ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, il est là-bas et toujours à cause de ces problèmes de décalage horaire, etc. En fait, la filiale française commence à plonger, ou la maison mère commence à plonger, ou bien les co-founders ne s'entendent plus, etc. Parce que justement, il y a cette distance. Donc la vraie question, c'est CEO or not CEO. Est-ce qu'il faut recruter un CEO local ou est-ce qu'il faut aller vous-même sur place? Ça, c'est une question fondamentale. Il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, se sont plantées à cause de ça. L'autonomie du management, c'est important. Ça veut dire que la société aux États-Unis doit être totalement autonome. Il ne faut pas qu'elle ait à prendre ses day-to-day tasks de la France. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'invite à recruter des Américains. Alors, les Américains, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous les recrutez, les CV sont incroyables. Les CV sont incroyables. Vous recevez les gars, ils savent se vendre, c'est phénoménal. Et puis après, après quelques mois, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas tout à fait au niveau de la promesse. Ça, c'est toujours un problème. En France, on a tendance à se sous-vendre quand on cherche, on recrute, on se rend compte que en fait, les candidats ont tendance à se sous-vendre et que parfois, en fait, ils sont finalement meilleurs que ce qu'ils annonçaient. Aux États-Unis, ça a tendance à un peu être l'inverse. Au niveau marketing et sales, les Américains sont imbattables.
Il n'y a pas meilleur qu'un Américain pour vendre des produits ou les marketer. Surtout aux États-Unis, qui est un marché qu'il faut comprendre et connaître à cause de ces différences culturelles. Donc moi, je vous invite à recruter localement, mais à faire attention. Alors, vous savez, maintenant, avec ChatGPT, ce qui est génial, c'est que quand vous voulez vérifier les compétences de la personne, vous prenez le CV du gars, vous le mettez dans ChatGPT, vous demandez à ChatGPT de vous sortir un QCM en 10 questions qui va valider le CV, et puis vous voyez tout de suite si c'est du bullshit ou pas. Bon, mais bon, c'est un risque. Bon, l'autre chose, c'est que vous savez, là-bas, c'est vous embauchez les gens à will, ça veut dire que vous pouvez les licencier, je dirais, en 1 heure. D'accord. Donc et le marché du travail, c'est un peu comme un poumon, ça se gonfle et ça se dégonfle aussi vite. Et alors, les risques juridiques sont importants. Moi, je dis souvent, si vous créez une société aux États-Unis, il faut que vous ayez un lawyer dans la boîte. Parce que il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer. Vous pouvez recevoir toutes sortes il faut avoir un lawyer. Là-bas, sans lawyer, vous allez perdre énormément de temps, voire perdre beaucoup d'argent parce que vous allez devoir embaucher des lawyers et ça va vous coûter cher. La structure salariale est importante. Vous savez, là-bas, vous pouvez gérer par exemple un payroll très simplement de manière online. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un responsable HR, etc., au moins au départ. Donc vous avez des services comme Justo, par exemple, qui vous permet très facilement de recruter des gens qui peuvent, par exemple, être dans un autre État. Vous voyez, ils n'ont pas forcément besoin d'être dans le même État où vous êtes. La structure est importante. Quand vous créez une société aux États-Unis, vous avez souvent le choix entre le C-Corp et LLC. Alors le LLC, c'est un peu l'équivalent de la SARL. Moi, je le déconseille. Je le déconseille pourquoi ? Parce que ça va pas vous amener très loin. Surtout si vous voulez lever des fonds, personne n'investit dans une LLC. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite si vous créez une société aux États-Unis, créez-la sous forme d'un C-Corp, qui est un peu l'équivalent de la SAS. L'état de domiciliation est important au niveau des taxes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer une société dans le Delaware et en fait la domicilier dans le Nevada. D'accord ? Donc ça, c'est un gros avantage aux États-Unis. Bon, il y a des États où vous ne payez pas de taxes. Alors, moi, ce que je déconseille, c'est de domicilier sa société en Californie, parce que la Californie, la législation en Californie est extrêmement contraignante. Bon, il y a pas mal de taxes. Et donc, moi, je dis souvent, domiciliez votre société dans le Nevada ou au Texas. Même si vous faites du business en Californie, votre société n'a pas forcément besoin d'être domiciliée dans l'État dans lequel vous faites votre business. Donc l'importance du lawyer, on en a parlé. Le CPA, c'est l'expert comptable, c'est aussi très important. Il faut avoir au minimum un lawyer et un CPA. C'est les deux premiers postes qu'il faut pourvoir quand vous vous installez de manière durable aux États-Unis. Un CPA, en fait, c'est pas un employé, hein, c'est une société qui va faire toute la gestion comptable et les taxes, etc. Et l'assurance du management, ce qu'on appelle un umbrella, ça c'est important. Le CEO, il faut qu'il se mette à l'abri parce qu'il peut se passer plein de choses. Un employé peut l'attaquer pour harassment, il peut l'attaquer pour toutes sortes de choses, vraies ou fausses, et derrière vous vous retrouvez englué dans des problèmes juridiques. Et donc il vaut mieux avoir une assurance, couvrir le management et les exécutifs avec une assurance. Les premiers contacts. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Si vous allez aux États-Unis, tous ces gens-là, en fait, ce sont des organisations françaises qui ont chacun une mission précise et qui sont là pour vous aider. Alors, vous pourrez, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un email, je vous mettrai en contact avec tous ces gens-là. Alors, très rapidement, l'Union des Français de l'étranger, c'est une institution qui a, je crois, plus de 100 ans et qui aide en fait les Français à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel à s'implanter durablement aux États-Unis. Vous avez les consulats, évidemment, qui sont extrêmement actifs. Business France, les conseillers au commerce extérieur. Donc j'étais président moi, des conseillers au commerce extérieur pendant quelques années pour le sud-ouest des États-Unis. Il y a 4300 conseillers dans le monde et ces gens-là, en fait, vous permettent de créer votre réseau. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire rentrer dans les A-list et vous mettre dans les bons networks, etc. et gratuitement. Vous voyez, c'est ça qui est génial. Donc l'entraide, elle est vraiment réelle. Bon, les chambres de commerce et d'industrie, dans les grandes villes, vous avez toujours une chambre de commerce franco-américaine. Et là-dessus, pareil, vous allez pouvoir avoir très rapidement des contacts.
French Founders. Alors, je ne sais pas si vous connaissez French Founders. Bon, c'est une organisation qui s'est créée il y a plusieurs années. Et aujourd'hui, vous avez, bon, c'est payant, mais par contre, vous avez un networking de malades au travers de French Founders. Et puis la French Tech, évidemment, hein, qui est très présente et qui propose notamment, s'il y a des salons, vous pouvez faire des deals avec la French Tech de manière à payer moins cher. Vous avez des deals sur les hôtels, vous avez des deals sur les stands, sur les badges, etc. Donc ça, c'est très important. Toutes ces organisations, en fait, elles sont au service de tous ceux qui veulent s'installer aux États-Unis et réussir leur implantation. Et il y a aussi un chargé de développement export BPI France à New York. Voilà, ah bah, je l'avais oublié celui-là. Mais donc, si vous le souhaitez, envoyez-moi un email et je peux vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Non pas les gens en bas de l'échelle, mais les gens qui ont vraiment le pouvoir de vous aider dans toutes ces organisations. Merci Philippe. Est-ce que vous avez des questions ? Vous m'entendez ? Oui. En fait, si j'ai bien compris, vous recommandez globalement de s'implanter, de créer une structure plutôt que de gérer les ventes depuis la France et d'avoir par exemple un distributeur pour avoir le contrôle sur ces opérations. Le mieux, c'est d'avoir toujours une structure. Parce que le nom de l'atelier, c'est aussi exporter et pas nécessairement s'implanter. Alors, c'est plus difficile. C'est plus difficile de faire du business aux États-Unis quand votre entité n'est pas américaine. Vous savez, c'est un petit peu comme, je sais pas moi, quelqu'un à Tombouctou et c'est vous vendre un truc en France. C'est plus difficile. Donc moi, je dis toujours, il faut qu'il y ait une entité, ne serait-ce que pour facturer. Les Américains, ils font confiance aux Américains. Et donc vous allez par exemple signer des NDA, ce genre de choses. Il vaut mieux avoir une société américaine parce que la barrière de confiance, elle est déjà passée au moins à 50%. Voyez, tandis que si vous êtes une entreprise française, c'est bon. Voyez, donc, mettez pas des freins. Vous pouvez avoir une société vide aux États-Unis, mais à partir de laquelle vous allez, par exemple, pouvoir signer des NDA, facturer, etc. Mais il faut avoir une représentation locale, sinon ça fait un peu peur. Et j'en profite pour saluer Sevan, qui est lui à Los Angeles maintenant et qui voilà, aide les entreprises françaises à s'implanter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, est-ce que vous êtes prêts à partir ? Je vois, vous n'avez pas le passeport, là ? Franchement, moi, je recommande à tous ceux qui veulent développer leur business d'aller tenter leur chance aux États-Unis parce que le marché, il est juste énormissime. Bonjour. Pour compléter ce que disait monsieur tout à l'heure, que pensez-vous d'une stratégie qui consisterait à s'installer au Canada pour couvrir le besoin sur l'ensemble du continent Amérique du Nord? Alors le Canada, c'est aussi une bonne option. Mais je pense que, bon, disons que vous allez faire tomber la barrière à, disons, 25%. Hein. C'est vrai qu'on dit souvent Canada, États-Unis, c'est bon, c'est un petit peu la même chose. Mais alors dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit Canada anglophone. Pas Canada francophone. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez vous installer sur la côte ouest, type Vancouver, ou bien à Toronto, parce que quand vous allez recruter des gens, bon, il vaut mieux qu'ils parlent l'anglais. Et vous savez, recruter des gens qui parlent l'anglais au Québec, tout ça, c'est plus difficile. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, moi j'en ai une pour toi. Ah bah, Bonjour. Si j'ai bien compris, vous êtes parti là-bas en vendant une société à Hollywood. Mais je voulais savoir, est-ce que le American Dream existe toujours ? Est-ce qu'on peut aller là-bas en partant entre guillemets de zéro, en ayant juste des idées en tête et pouvoir vraiment monter quelque chose là-bas sans avoir forcément une société déjà en France ? Alors moi, ce que j'ai vu énormément de Français arriver et en fait, assez rapidement, ils ont réussi à s'implanter, que ce soit par exemple dans la restauration, que ce soit toutes les possibilités existent. Toutes les possibilités existent et si vous êtes résilient et que vous êtes dynamique et qu'en fait vous arrivez à saisir les opportunités qui se présentent, franchement, je connais très peu de gens qui sont plantés aux États-Unis. Bon, après, et voilà, il peut y avoir des choses comme le Covid. Vous savez, le Covid, tout a fermé. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont reparties. Parce que bon, il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, la vie coûte cher.
notamment sur des grandes villes comme Los Angeles. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester extrêmement lean. Je connais moi des entreprises qui n'ont pas de bureau par exemple à San Francisco, qui ont une maison. Voyez, et donc ils mettent leurs employés dans une maison. Et parce que c'est pas comme en France, là-bas il n'y a pas de, vous savez, de 369, de bail commercial. Là-bas, un bureau, ça peut être une maison avec une piscine, par exemple. Et donc il y a pas mal d'entrepreneurs qui font ça. Ils font venir leurs employés, ils mettent tout le monde dans la même, dans le même compound, je dirais, et du coup ça coûte moins cher. Moi, je prends souvent, quand je parle à des entreprises, je dis voilà, si on te donne 100, par exemple 100 $, combien tu vas dépenser pour le housing, en fait, combien tu vas mettre au service du développement de ton produit. Et c'est ça qui est très important. C'est ce calcul qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous allez à San Francisco et que sur 100, vous allez dépenser 50 rien que pour louer un logement, déjà vous êtes mal parti. Vous savez, à Google, quand vous allez sur les parkings de Google, vous avez des RV, c'est-à-dire des camping-cars. Et en fait, vous avez les employés de Google qui vivent dans les camping-cars. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une maison à 30 miles aux alentours, vous voyez ? Donc, bon, voilà, il faut tenir compte de ça. Hein ? Restez lean, toujours. Voilà, merci à vous et puis bonne chance si vous êtes aux États-Unis. Et encore une fois, si vous avez des questions, contactez-moi, je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes.